bienvenue sur Business Café, votre émission consacrée à l'actualité des acteurs du continent africain et de sa diaspora. Je reçois aujourd'hui M. Mamadou Dème, qui est un haut conseiller des collectivités territoriales au Sénégal. Il est expert en migration et membre organisateur du Forum des diasporas africains. Bonjour M. Mamadou Dème. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec tout ce que je viens de citer maintenant, vous avez pas mal de titres. Concrètement, quelles sont vos activités principales? En France, où je vis depuis près d'une quarantaine d'années, j'ai travaillé comme cadre des collectivités territoriales pendant plus de 20 ans. Et puis les dernières années de ma vie professionnelle sont consacrées à l'administration d'État en France, où j'ai été délégué de préfet pendant plus de 10 ans, où je m'occupe de toutes les questions relatives à la prise en charge des besoins des quartiers dits prioritaires, c'est-à-dire des quartiers sensibles en France, où il y a une concentration de problèmes, concentration de difficultés. Et généralement, dans ces quartiers où il y a des concentrations de difficultés, ce sont les populations étrangères qui y vivent en masse, qui y vivent le plus. Et précisément africaines? Africaines et maghrébines et d'autres, mais majoritairement africaines et maghrébines. Africaines noires, d'origine subsaharienne, et africaines du Nord. Donc ce sont ces populations, sauf récemment avec l'arrivée des Asiatiques, qui donc vivaient massivement dans ces quartiers dits populaires, des quartiers dits prioritaires, où vivaient avant des Français blancs, ou bien des Français d'origine européenne, mais qui ont été délaissés par ces populations-là, avec l'arrivée massive des populations étrangères. Donc ces quartiers posent beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés à caractère économique et social, difficultés d'insertion économique, difficultés de formation, difficultés de gestion d'espaces urbains. Donc nous, délégués de préfet, notre rôle, c'est de servir comme des yeux et les oreilles des préfets pour faire remonter l'information la plus juste, la plus cohérente, pour que l'État soit en capacité d'apporter des éléments de réponse les plus adaptés aux besoins des gens. Et justement pour l'intégration de ces personnes-là, c'est ça? L'intégration de ces personnes, que ce soit des personnes jeunes, que ce soit aussi des personnes adultes, et surtout que ce soit des personnes âgées. Parce que l'un des gros sujets les plus inquiétants actuellement en France et en Europe, c'est le vieillissement de la population d'origine étrangère. Et dont les coutumes, les traditions, les modes de rapport à l'environnement, à l'espace territorial, ne sont pas forcément les mêmes que ceux des populations européennes de souche. Et que nos populations ont tendance à transposer dans l'espace urbain français les traditions de chez nous. Et que souvent sont en contradiction avec les réalités locales, les politiques urbaines mises en œuvre par les pays d'accueil, ce qui fait que souvent, ça pose des problèmes d'adaptabilité, des problèmes d'intégration, des problèmes de pouvoir conduire sa vie comme on l'entend dans le respect des lois de la République. Et souvent c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Donc notre rôle, c'est d'apporter des éléments de rencontre entre les réseaux portés par ces populations et les réseaux de l'État pour qu'elles se rencontrent, se reconnaissent les uns et les autres, voir concrètement comment ils peuvent travailler ensemble pour résoudre ces problèmes-là. Et c'est ça le rôle du délégué de préfet que je suis. On voit là, M. Mamadou Dème, que vous racontez pas mal d'informations. Mais est-ce que, sincèrement, on peut parler d'intégration sans acceptation? Non. Parce que le contenu de l'intégration en France, c'est de l'assimilation. C'est-à-dire c'est la rupture avec le pays d'origine. La rupture avec d'où on vient. Et ça, ce n'est pas l'intégration. L'intégration, c'est l'acceptation de la personne à travers ce qu'elle est, à travers ce qu'elle peut apporter comme valeur, dans un espace déterminé. Et que sa participation à la vie de la citoyenneté locale soit acceptée en fonction de ce qu'elle est, à partir de ce qu'elle est, à travers ses héritages. Et qu'en contrepartie, que cette personne s'adapte, accepte aussi de prendre en compte les réalités locales qui ne sont pas en contradiction inhérente avec ce qu'elle est, mais que tout simplement c'est une question d'ouverture entre ce qu'on est et ce qu'on trouve, et de trouver le juste milieu entre ces deux pôles-là. Là, c'est l'acceptation. La France accepte les étrangers qui viennent à travers ce qu'ils sont, mais aussi que les étrangers qui viennent ne se retrouvent pas fermés dans un ghetto qui est le leur, mais aussi acceptent de s'ouvrir à la société d'accueil pour s'enrichir des parcours de vie dans cette société d'accueil, pour s'enrichir des possibilités qu'eux peuvent avoir dans la société d'accueil et que certainement peuvent être utiles aussi à leur pays d'origine. Donc il y a les deux. L'intégration telle qu'elle est aujourd'hui véhiculée en France, elle n'est pas acceptable parce que c'est une intégration assimilation qui est celle de remettre en cause ou bien de la démarche de rupture avec d'où l'on vient pour se mouler définitivement dans ce qu'on appelle la culture française, qui en fait n'est pas une culture, parce qu'il y a un cocktail de mosaïque d'identité et de représentation de la vie, mais assimilé dans le cadre de la langue française et dans le cadre de certaines politiques publiques. Voilà donc le problème. C'est qu'aujourd'hui, l'intégration en France, c'est une invite à l'assimilation, mais ce n'est pas une invite à l'acceptation. Selon le HCR en 2018,
plus de 2260 migrants ont péri en Méditerranée. Quelles actions pourraient être menées ou qui sont menées contre cette tragédie? Les actions en cours actuellement, que ce soit au niveau européen, et que ce soit au niveau des pays européens stricto sensu, sans passer par la législation européenne qui est actuellement en cours, ne sont pas des actions ou des mesures adaptées à la réalité des situations qu'on vit aujourd'hui par les traversées autour de l'océan, autour de la Méditerranée. En face, dans nos pays d'origine, il n'y a pas de politique publique qui se met en place pour empêcher ça. On est beaucoup plus dépendant des besoins des pays occidentaux de freiner l'immigration, compte tenu de leurs enjeux politiques internes locaux, compte tenu de leurs enjeux électoraux locaux. Parce que le problème, c'est que la gestion des flux migratoires ne fait pas l'objet de politiques publiques à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, mais elle fait beaucoup plus l'objet de politiques dites électoralistes, parce que là, les directives européennes en matière d'immigration ne sont pas appliquées forcément à l'échelle nationale, parce que la directive européenne, elle fait opposition à ce qu'on appelle la politique de subsidiarité, qui permet à chaque État de ne pas appliquer la directive européenne, mais d'appliquer sa propre législation nationale malgré l'existence de la directive européenne. Ce qui fait que cette difficulté d'unanimité, de concevoir ensemble dans un espace donné, donc une règle commune pour permettre aux pays d'origine, aux acteurs intermédiaires de s'asseoir ensemble, que les réseaux des diasporas que nous sommes, que nous soyons interpellés par rapport à cette question. On ne nous demande jamais nos avis. Mais justement, c'est quoi l'intérêt alors pour l'Union européenne de donner des directives s'ils ne sont pas suivis? Mais c'est des questions politiques, parce que les dirigeants européens, ils sont responsables dans leur pays. Ils sont liés à des contingences électorales. Donc toutes les réactions aujourd'hui qui se voient transposées à la fois dans les pays nationaux au niveau européen, ce sont les comportements des dirigeants européens dans leur propre pays qui transmettent à l'échelle européenne les préoccupations de leurs mandants, de leurs électeurs sur ces questions d'origine migratoire. Et selon vous, qui a une vision plus claire sur la question, quelle devrait être justement l'action des pays africains face à cette crise? L'une des grosses difficultés sur cette question, c'est que les pays africains ne sont pas en communication avec leur diaspora sur ces questions. Elles ne discutent pas avec leur diaspora. Les pays africains, les États africains ne parlent pas avec leur diaspora, ne se concertent pas avec leur diaspora. Ces questions-là, comme que ces gens qui viennent par la mer, généralement, c'est leurs frères et sœurs qui sont dans les pays de la diaspora qui envoient l'argent pour qu'ils puissent payer les passeurs pour qu'ils viennent. Si nos États, en dehors des pays européens, acceptaient de se mettre autour d'une table avec les réseaux de leur propre diaspora, mettre ce sujet sur la table, qu'on discute concrètement sur le pourquoi et le comment. Comment mettre en place une mécanique qui permet de résoudre les problèmes de ces gens, au lieu que les diasporas africaines contribuent à faire partir nos jeunes de nos pays. Comment l'argent que ces diasporas-là envoient pour amener les jeunes pour venir vers ici, comment cet argent est réinvesti dans nos pays pour créer là-bas des emplois, en partenariat avec les États, ça peut résoudre ce problème. Mais seulement... Ce qui veut dire que pour la gestion de cette crise, il faut une union des différents pays africains. Il faut une union des pays africains. Il faut que l'Union africaine clarifie sa position, mais que lorsqu'une décision est prise à l'échelle de l'Union africaine, que les États africains acceptent de travailler cette décision. Les États africains arrêtent un peu cette main tendue que les pays européens leur font sur la question des migrations africaines. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas gérer, mais on vous donne l'argent pour gérer à notre place. Ça ne résoudra jamais ces problèmes. Justement, j'allais en venir parce que quand même, l'aide globale de l'Union européenne envers les pays africains pour remédier à l'immigration s'élève quand même à 60 millions d'euros. Est-ce que ce geste pourrait résoudre ce problème? Madame, vous savez combien, je parle seulement du seul Sénégalais, l'apport des Sénégalais, migrants sénégalais, transférant l'argent au Sénégal, combien ça par an? 2 milliards d'euros. Justement. Ça fait 3 à 4 fois plus que ce que l'Union européenne donne. Tout à fait. En dehors de l'argent qui est resté, qui passe par des canaux non connus. Pourquoi nos États, qui connaissent la potentialité de nos ressortissants en matière de transfert d'argent, pourquoi ils ne travaillent pas avec le réseau de ressortissants, pour régler ce problème-là, alors que tout le monde sait que l'aide européenne, les 60 millions d'euros dont vous parlez, c'est une aide liée, c'est une aide conditionnée. C'est une aide qui est destinée à régler les intérêts des problèmes européens et non pas à régler les problèmes des diaspora, ni les problèmes des migrants qui veulent venir, ni les problèmes des États africains. Ça veut dire que concrètement, l'Union européenne n'intervient pas à la résolution des programmes migratoires? Non, l'Union européenne ne travaille pas avec les États africains sur le bon postulat de base qui permet de régler ce problème. L'Union européenne méconnaît la pertinence de l'intervention des diasporas africaines elles-mêmes par rapport à cette problématique migratoire liée à l'accès des migrants au niveau de la Méditerranée. Toutes les
toute la politique migratoire européenne, comme celle des nationaux des États membres de l'Union européenne, ce n'est pas des politiques, ce sont des actions tendance à gérer des contingences politiques et électorales qui ont un lien avec les carrières politiques des décideurs européens dans leur propre pays d'origine. Et ça, tant qu'on ne sort pas de cette logique-là, on ne résoudra pas le problème qui est en cours. Vous faites partie de l'organisation du Forum des diasporas africaines. On est sur le plateau de la 10e édition aujourd'hui. Il y a plusieurs types de forums qui existent en ce moment. Quelle est la particularité de ce forum? Ce forum... Qu'est-ce que ce forum apporte de plus? Il y a plusieurs forums qui se font. Ce forum s'est inscrit dans une logique d'apporter une plus-value. Mais les initiateurs de ce forum, comme que nous sommes entre nous, et j'espère que vous n'allez pas dévoiler ce que je vais vous dire là, c'est les intérêts de la France sont un enjeu considérable en Afrique. La France aujourd'hui est concurrencée par beaucoup de pays, notamment la Chine, l'Inde, la Turquie, les États-Unis, le Brésil, tous les pays du BRICS. Tout à fait. Et que la France perd dans le terrain et revient sur une vieille idée qui lui avait été proposée il y a certaines années, de voir comment elle peut travailler avec la diaspora pour que celle-ci lui constitue un rempart de la permanence de ses investissements en Afrique. À l'époque, la France avait refusé de faire ça. Mais comme qu'aujourd'hui, on se rend compte que les Chinois viennent même dans les universités françaises recruter les jeunes d'origine africaine, les amener en Chine, les former aux outils chinois, à la logique chinoise pour les transformer comme des VRP de la Chine dans nos propres pays. Et ce sont eux-mêmes formés dans les écoles françaises, réembauchés par la Chine et formés en Chine, qui sont aujourd'hui donc les principaux adversaires de la France sur le terrain de l'Afrique. La France aujourd'hui donc s'intéresse, ce forum-là, il est destiné à cette stratégie-là, à cette stratégie, voir comment la France peut réfléchir avec la diaspora africaine sur comment celle-ci peut être un tremplin, la permettant de regagner son influence qu'il est en train de perdre en Afrique. Maintenant, c'est aux Africains, qu'est-ce que l'Afrique en tire comme... C'est aux Africains de connaître la mesure des enjeux, de refuser d'être utilisés, de travailler en part égal à égal, dans une démarche de co-construction, de dire que si la France veut que la diaspora africaine lui serve de relais pour reconquérir son espace africain, en quoi notre positionnement peut être utile à notre pays, pas seulement à la France, mais aussi à notre pays. Ça, il faudrait que les réseaux de la diaspora, qui sont là en France, dont beaucoup sont des mercenaires de l'immigration, qui vivent de l'immigration, qui mangent à partir de ce que l'immigration donne, et qui généralement ne rendent pas service à l'immigration, que les vrais porteurs des capacités d'investissement en Afrique, ou bien de portage et d'intermédiation en Afrique, soient donc vus et reconnus, et à partir de ce moment, ils seront en capacité de jouer la médiation et les transitions entre le pays africain et la France, ou même entre les porteurs de projets dans nos différents pays. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire, par exemple. Les Ivoiriens qui veulent créer des entreprises en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont là, qui sont porteurs de projets, les entrepreneurs ivoiriens, les entrepreneurs de la diaspora ivoirienne qui ne se rencontrent pas, qui ne se connaissent pas. Et il faut qu'ils passent par des organisations françaises pour se rencontrer, pour se connaître. C'est la même chose au Sénégal, c'est la même chose au Mali, c'est la même chose partout. Et ça, il faut que ça cesse. Tant qu'on n'est pas en capacité de créer nos propres espaces où nous pouvons nous retrouver nous-mêmes, on sera toujours dépendant vis-à-vis de la France et la France se servira toujours de nous pour satisfaire ses besoins en Afrique qui ne seront pas forcément les intérêts de l'Afrique. Et quelles sont vos attentes de cette journée? Les attentes, c'est que nous, en tant que diaspora africaine, qu'on arrive à se retrouver, comme on n'est pas en capacité de créer nos propres espaces, on se serve de ces espaces-là, au moins on se repère les uns et les autres, on se voit, on soit en capacité de nous appeler en dehors de cet espace pour discuter de nos intérêts, pour discuter de nos besoins, pour parler de nos pays, pour voir un peu comment on peut trouver, être une solution à la dépendance de nos pays vis-à-vis de la France. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité d'investir. Regardez au Sénégal par exemple, il y a 8847 caisses villageoises sénégalaises en France, qui totalisent un capital de 3 842 720 € dans les banques françaises. On ne peut pas créer une banque sénégalaise portée par la diaspora avec ses 3 milliards d'euros. Ah, justement. On ne peut pas faire la même chose en Côte d'Ivoire. Au lieu de stocker son On ne peut argent. pas faire la même chose. Et nos États n'y réfléchissent pas. Nos États sont toujours en train de courir derrière les institutions financières internationales, alors qu'elles ont là devant eux, sur un plateau d'argent, des moyens considérables. Et quel appel justement vous avez envers ces différents États? Nous souhaitons que nos États nous parlent, qu'ils cessent d'être des fonctionnaires, mais qu'ils soient des entrepreneurs de nos pays, qu'ils soient des investisseurs de nos pays par l'ingénierie et la réflexion, qu'ils acceptent de rencontrer, de reconnaître que dans la diaspora, il y a des expertises, il y a des experts, il y a des créateurs, il y a des entrepreneurs, il y a des philosophes,
il y a des sociologues. Parce que jusqu'à présent, la vision que nos administrations ont de la diaspora, ce sont les anciennes populations qui venaient en France, qui ne savaient ni lire ni écrire. Mais ça a changé. Donc il faudrait que ce brainstorming sur la réalité de la diaspora africaine en France, ce diagnostic, cette connaissance de la diaspora soit offert de nos États pour qu'elles soient en capacité de parler avec les gens. Parce que tu ne peux pas parler avec quelqu'un que tu ne connais pas. Et c'est ça le problème. Nos États ne nous connaissent pas. Et nous faisons sans nos États. Quand nous portons nos projets, nous n'informons pas nos États. Alors que nos États, ils ont des logiques de planification, des logiques d'organisation. Je veux créer un dispensaire, je n'informe pas mon État, alors que c'est l'État qui donne le médecin, c'est l'État qui donne l'infirmier. Je construis mon dispensaire, l'État n'avait pas prévu le médecin ni l'infirmier. Et une fois que le dispensaire est prêt, je demande à l'État d'amener un infirmier qui n'avait pas prévu. Ça ne va pas. Donc, il faudrait que de part et d'autre, au niveau de nos États, qu'ils apprennent à nous connaître, et de part et d'autre, que nous aussi, la vision négative que nous avons de nos États, de nos fonctionnaires cesse, qu'on sache que nous avons là-bas des frères et sœurs qui ont des problèmes de vie comme nous, qui ont leurs qualités, qui ont leurs défauts, qui ont leurs faiblesses comme nous, et qu'à partir de ce moment-là, dès l'instant où on est en capacité de nous reconnaître les uns et les autres, on pourra travailler dans l'intérêt de nos pays. Quel est votre mot de la fin? Que nos États africains réfléchissent sur l'immigration. Nous, les premières générations qui sont venues, nous sommes calqués par la relation sentimentale avec notre pays d'origine, ce qui n'est pas le cas de nos enfants qui sont nés ici. Or, nos États ne se préoccupent pas de nos enfants qui sont nés à l'étranger. Or, c'est eux l'avenir des relations entre la France, entre les pays européens et l'Afrique. Le Maroc a réfléchi à ça. Ils ont créé ce qu'on appelle des bons des Marocains de l'extérieur. Aujourd'hui, 7 à 13% des investissements au Maroc, c'est les enfants des Marocains à l'extérieur qui investissent dans leur pays d'origine. Même s'ils ne vivront pas, ils apportent leur soutien. Les Marocains sont plus intelligents que les Ivoiriens? Non. Ils sont plus intelligents que les Sénégalais? C'est parce que les autorités maliennes, marocaines, eux, voient l'avenir. Ils sont en capacité d'anticiper. Mais que nos États, ils sont toujours dans la logique de dépendance, ils ne peuvent pas anticiper. Or, si nos États perdent nos enfants qui sont nés à l'extérieur, ils s'en mordront les doigts parce que nos enfants sont à la fois des apports financiers, des continuités de solidarité financière, mais surtout de grandes opportunités de lobby pour nos pays, pour l'avenir. Eh bien, merci M. Dème d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir permis de parler bonne continuation et de donner ces idées qui j'espère seront utiles. C'était tout pour Business Café d'aujourd'hui, votre émission consacrée à l'actualité des acteurs économiques du continent africain et de sa diaspora. Bonne suite de programmes sur Business 24, à très bientôt. Merci.